phénomène assez complexe qui a été observé initialement sur les photographies proposées. Pour ce qui est de la troisième théorie, donc si je me fie toujours au document, c'est Philolaos de Crotone qui lui va proposer une approche totalement différente puisqu'il pense que la Terre est en rotation. Donc la Terre est en rotation autour de Hestia et que la Terre tourne sur elle-même. Pourquoi est-ce que cette ultime théorie n'a-t-elle pas eu le retentissement qu'elle aurait pu obtenir dès le départ? Bien déjà, il y a un manque de preuves expérimentales. Cette théorie est affirmée au même titre que les autres, mais sans preuve expérimentale supplémentaire. Et puis, l'autre hypothèse que l'on peut apporter, c'est le fait que Philolaos de Crotone est nettement moins célèbre, a nettement moins d'autorité scientifique que les scientifiques qui ont travaillé sur les autres théories, et en particulier Aristote, qui a pris la théorie d'Eudoxe de Cnide, mais qui lui a apporté un supplément d'autorité par sa célébrité et déjà sa suprématie dans le monde scientifique à l'époque. Donc il y a aussi le manque de célébrité, d'autorité intellectuelle reconnue du scientifique qui porte cette théorie. Question 10. Quelle nouvelle théorie a émergé au XVIe siècle? Pourquoi cette théorie ne s'est-elle pas immédiatement imposée? Je vais donc maintenant travailler sur le document 4 pour la question 10. Et la théorie, c'est évidemment la théorie héliocentrique due à Copernic. Donc c'est le modèle héliocentrique de Copernic. Alors, le problème, c'est que dans cette théorie, les trajectoires des planètes ne sont pas parfaitement circulaires dans le premier modèle proposé. Donc les trajectoires des planètes sont complexes et cela vient trop trancher avec la vision harmonique du monde qui a été développée depuis la Grèce antique. Ensuite, dans le modèle de Copernic, il y a deux objections majeures, ou il y a deux objections majeures pour être plus clair, au modèle de Copernic, donc deux objections majeures. La première, qui est une objection de bon sens, si la Terre tourne, on devrait, en tant qu'habitant de la Terre, en ressentir les effets de ce mouvement. Donc, nous ne ressentons pas les effets du mouvement de la Terre. Ce qui, évidemment, est un problème, puisque, en toute théorie, quand on est dans un objet qui lui-même est en mouvement par rapport à d'autres, on ressent les effets du mouvement. La deuxième objection, c'est que la théorie de Copernic vient en opposition avec celle d'Aristote. Et Aristote, au siècle de Copernic, donc au XVIe siècle, fait toujours autorité dans le monde scientifique. Donc une grande longévité des théories d'Aristote.
Et en particulier, dans la théorie d'Aristote, il y avait un principe qui permettait de tout analyser, c'est que la nature a horreur du vide. Si la nature a horreur du vide, elle ne peut pas supporter la formation et la création de vide. Or, dans le modèle de Copernic, on prévoit plein de vide entre les différents astres. Donc, opposé à Aristote, le vide est impossible. Il y a donc une difficulté à contrecarrer la théorie d'Aristote avec la vision copernicienne du cosmos. Question 11. Quels scientifiques ont travaillé sur la théorie de Copernic? Quel a été leur rapport et quelle a été leur conclusion? Donc pour la question 11, qui d'ailleurs se répétait dans le fascicule, je vais à nouveau utiliser le document 4. Et si j'utilise le même document, je vais en utiliser la deuxième partie qui figurait cette fois-ci sur la page 6. Le premier scientifique, c'est donc Tycho Brahe, qui a mené un grand nombre d'observations et de mesures. Donc son apport, c'est des observations et des mesures précises du mouvement des différents astres. Cela va le conduire à remettre en cause l'approche que pouvait avoir Aristote, mais cela ne va pas le pousser à remettre en cause jusqu'au bout la vision qu'avait Aristote, car lui aussi trouve qu'il y a trop de vide dans le modèle de Copernic. Cette hypothèse lui semble totalement absurde, donc il va proposer une approche intermédiaire entre les modèles géocentriques et les modèles héliocentriques. Donc Tycho Brahe fait des observations, mesure, mais il refuse, sa conclusion c'est refus du modèle de Copernic. Ce faisant, il va proposer une approche qui est à mi-chemin par rapport à Aristote, donc approche médiane, entre un modèle géocentrique et héliocentrique. Autrement dit, dans l'approche de Tycho Brahe, les planètes tournent autour du Soleil et le Soleil tourne autour de la Terre. Donc planète autour du Soleil et le Soleil autour Terre. Ça veut donc dire qu'on donne à la Terre le statut, non pas de planète, mais le statut d'astre un peu particulier, puisque c'est la seule à ne pas tourner autour du Soleil. Le suivant qui va apporter sa contribution à l'édifice, c'est Galilée. Toujours sur le document 4. Et Galilée va chercher à expliquer les observations qu'il mène sur Vénus. Donc il fait des observations sur Vénus précises grâce à son nouveau matériel et Jupiter. Et grâce à ces observations, il renonce publiquement à donner l'explication qui est plutôt son intuition, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et qu'en plus elle tourne sur elle-même. Et va défendre un modèle à nouveau géocentrique, sous la contrainte d'ailleurs, plus que sous sa propre volonté. Mais en parallèle, convaincu du fait d'avoir réalisé, non pas une découverte, mais réalisé des observations qui le conduisent à conclure sur les rotations de la Terre autour du Soleil et de la rotation de la Terre sur elle-même, il continue ses investigations en secret, et va se poser une question assez fondamentale, c'est venir contrecarrer l'argument d'autorité qui est de dire si nous sommes sur la Terre et qu'elle tourne autour du Soleil, alors nous en ressentirions les effets du mouvement. Et va découvrir le principe d'inertie qui permet d'expliquer qu'on puisse être en mouvement, ou du moins qu'on puisse être sur un objet en mouvement sans en ressentir les effets, qui s'appellera aussi plus tard la première loi de Newton. Pour finir, le dernier scientifique qui apporte sa pierre à l'édifice, c'est Newton. Et Newton, lui, va découvrir la force d'attraction gravitationnelle universelle.
et va l'appliquer